Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette vidéo sur le bilan des écrits de Centrale. Voilà, donc le dernier bilan des écrits des concours. Nous sommes le dimanche 14 mai, il est 16h08. Et sans plus attendre, on va parler un peu donc de ce concours Centrale, donc, qui durait une semaine, comme tous les concours quasiment, avec 7 épreuves. Donc 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique-chimie, une épreuve d'option, donc informatique ou SI, une épreuve de français et une épreuve d'anglais. Voilà. Normalement, j'ai oublié aucune épreuve. On va en parler sans plus attendre. Voilà, donc c'était un concours qui mise plutôt sur la longueur. Hein. C'est beaucoup plus fatigant. C'est plus fatigant que les autres, en tout cas selon moi. C'est peut-être parce que c'était aussi le dernier cette année. Mais par exemple, là où le concours des mines mise plutôt sur des exercices qui sont difficiles dans le sens où il faut connaître les bonnes astuces et les bons moyens pour pouvoir les faire. Les exos centrales, les épreuves de centrale, c'est des épreuves qui sont beaucoup plus dans la durée, où il faut aller beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Là, on a eu des épreuves où il y avait une quarantaine de questions, là où dans les mines, ça tourne autour de 25-30 questions, maximum. Centrale, c'est plus 30 questions minimum. Donc voilà. En plus, c'était super parce que premier jour d'épreuve, mes stylos arrêtent de fonctionner. Donc ça a fait que j'ai bien choke ma première épreuve de maths, vu que j'ai essayé de faire revivre mes stylos, mais du coup j'ai perdu pas mal de temps là-dessus, ce qui est assez dommage. Du coup, ça va pas mal me pénaliser de ce côté-là, mais bon, je m'inquiète pas trop non plus, déjà parce que je me suis rattrapé avec le reste, mais aussi parce qu'il y a d'autres concours qui m'intéressent plus que Centrale, disons-le clairement. Mais bref, on va entamer tout de suite donc sur le premier sujet. Donc voilà, un petit sujet sur le calcul ombral, voilà. Donc c'est plus ou moins des trucs sur des polynômes où on généralise. C'était un sujet donc avec majoritairement de l'algèbre, puisque ça traite voilà, de polynômes, éventuellement, oui voilà, de polynômes, ça parle d'endomorphisme, de machin. Bref, donc un sujet qui fait 49 questions. Donc voilà, quand je vous dis que c'est long les sujets de centrale, c'est que c'est très long, puisque du coup si vous vouliez faire tout le sujet, il fallait tourner à plus de 10 questions par heure, ce qui est pas mal. Bref, mais bon, le sujet en soi, au départ, commence sans trop être violent, puisqu'on fait juste des études de petits endomorphismes, voilà, qui sont définis. Alors, il y a tout un panel de définitions et de notations auxquelles nous introduit, notamment la plus incongrue, c'est probablement le fait qu'on prend le degré du polynôme nul comme valant moins 1, ce qui n'est pas usuel, puisque d'habitude le degré du polynôme nul c'est moins l'infini, donc il fallait faire bien attention à ça. Donc il fallait lire attentivement les notations. Et ensuite, les endomorphismes en eux-mêmes ne posaient pas vraiment trop de soucis pour la première partie. C'est essentiellement vérifier que, par exemple, les degrés des polynômes sont bien les degrés qu'on veut, etc. Ce genre de choses. Bref, tout ça, c'est des trucs qui vont assez bien du moment que vous l'écrivez correctement au brouillon et que vous ne vous lancez pas tête baissée dedans. C'est des trucs qui se gèrent assez bien. Ensuite, on avait un truc donc avec des formules de Taylor, parce qu'on nous introduisait des endomorphismes qu'on appelait shift invariant. C'est-à-dire shift invariant, c'est-à-dire qu'ils ne changeaient pas quand on les composait par des endomorphismes EA. Et en fait, l'endomorphisme EA, donc c'était un endomorphisme qui prend un polynôme et qui lui associe le polynôme P de x plus A. Bref, au départ, voilà, pareil, pas très compliqué. On demande même une petite question, voilà, j'ai marqué Taylor tant que j'y étais. On demande reconnaître cette formule, machin. Bon, tout ça, c'est des questions qui vont assez bien tant qu'on se fait, tant qu'on se fait pas trop, tant qu'on fait les choses correctement. Là où on commence vraiment à rentrer dans, je vais pas dire les subtilités, mais dans le sujet, dans le propre du sujet en lui-même, c'est quand donc on a un endomorphisme T et qu'on commence à regarder des trucs. Par exemple, on demande de montrer qu'il existe notre entier NT tel qu'on puisse en gros prédire le degré de l'image d'un polynôme. Donc c'est à partir de là vraiment qu'on commence, donc à partir de cette question 16, qu'on commence vraiment à rentrer dans le cœur du sujet avec l'étude de cet endomorphisme T qui ne pose pas trop de soucis. Alors la question 18 par exemple, on demande de montrer une équivalence entre trois propriétés. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails à chaque fois, hein, mais ce genre de question c'est le genre de truc où il ne faut absolument pas montrer l'équivalence en tant que telle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer on demande de montrer que 1, 2 et 3 sont trois propriétés équivalentes. Il ne faut pas montrer que 1 est équivalent à 2, que 2 est équivalent à 3,
et que 3 est équivalent à 1, déjà parce que si vous faites comme ça, il y a une étape en trop, il suffirait de montrer que 1 est équivalent à 2 et 2 est équivalent à 3. Mais ce qui marche beaucoup mieux en général, c'est tout simplement de faire une chaîne d'implication. C'est-à-dire vous montrer que 1 implique 2, que 2 implique 3 et que 3 implique 1, et comme ça vous avez vos trois équivalences. C'est assez anecdotique, mais je sais que même parmi des bons élèves, il y en a qui voudraient faire montrer à chaque fois des équivalences alors que c'est parfaitement superfétatoire. Voilà, ça sert pas à grand chose. Ça vous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Et dans une épreuve comme celle de Centrale, c'est très important d'économiser son temps et de faire tout le plus efficacement possible. Bref. On continue à nous montrer des trucs et pour être tout à fait honnête, jusqu'à la question 24, donc on est toujours dans les deux premières parties et si vous avez pris trop de temps, en général c'est là qu'on s'arrête. C'est-à-dire qu'en général, au bout d'une vingtaine de questions, c'est-à-dire la moitié du sujet, on n'a plus trop le temps si on n'est pas allé assez rapidement. Par contre, si vous avez, donc c'est-à-dire on va pas encore vraiment dans le cœur du sujet, on est resté encore assez en surface parce qu'il y a beaucoup de questions. Par contre, si vous avez été assez rapide, c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans le cœur du truc, où on nous pose ces suites de polynômes, etc., qui sont associées à des endomorphismes. Et en fait, on va montrer des propriétés assez intéressantes. Je ne vais pas rentrer encore une fois trop dans les détails, parce que cette partie 3, je l'ai traitée, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. De manière générale, j'ai pas grand-chose à dire sur tout ce sujet-là, simplement parce que je suis pas très familier avec le sujet. Voilà, je l'ai fait, mais j'avais aucune connaissance préalable vraiment trop sur le calcul ombral. J'ai dû en entendre parler une fois il y a longtemps, et c'est à peu près tout. Mais donc, tout ça finalement, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire dessus, c'est des questions qui se font du moment qu'on a le temps. C'est vraiment tout ce que je peux dire sur cette épreuve, c'est vraiment si vous voulez vous entraîner sur une épreuve d'algèbre où il faut être très efficace, entraînez-vous sur cette épreuve, parce que vraiment 49 questions c'est long et en 4 heures c'est compliqué de les faire. La preuve, moi j'ai pas réussi à finir le sujet, j'ai pas du tout attaqué la partie 4, j'avais pas du tout le temps, mais donc voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur le sujet, on va passer à la suite tout de suite. Donc voilà, cette épreuve en tout cas très utile si vous voulez vous entraîner à composer très rapidement des mathématiques. Bref, on va passer à la suite. La suite c'était donc l'épreuve de rédaction. Alors, pour une fois, j'ai utilisé du fluo. D'ailleurs, il rend pas vraiment la même couleur sur la caméra et dans la vraie vie, mais bon. Pour la première fois, j'ai utilisé du fluo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais juste allé acheter un fluo, parce que j'ai essayé de réanimer mes stylos toujours dans cette optique. Et j'ai vu que si on prenait du marqueur et qu'on mettait du marqueur, ça pouvait des fois les faire refonctionner. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais un marqueur sous la main, donc je l'ai utilisé. Donc, l'épreuve de français à Centrale qui s'appelle épreuve de rédaction, qui donc tourne autour d'un résumé de texte. Donc il faut résumer ce texte-là en 200 mots, sachant que le texte est pas mal long, donc le faire en 200 mots c'est compliqué. Bien sûr c'est pas 200 mots exactement, comme d'habitude c'est 200 mots plus ou moins 10%. D'ailleurs je crois, ça m'a rappelé des choses, que cet auteur Raymond Aron, je crois que c'est lui que j'ai eu aux mines à l'épreuve de français à l'oral. Je crois que j'ai eu un extrait de lui parce que justement l'année dernière aux mines à l'oral en français, j'étais tombé sur un truc qui parlait des libertés et le sens de liberté, parce qu'il y a plusieurs sens, etc. Et du coup, ça m'a rappelé un peu ça. Bon, ça n'a pas été très utile, parce que voilà, mais en tout cas, voilà, c'était un texte, bon, c'est un texte qui vaut ce qu'il vaut. Voilà, bon, j'ai pas particulièrement beaucoup de conseils à donner sur le résumé de texte. Soit ça passe pas. Voilà, c'est juste qu'il faut bien faire les choses de manière structurée et surtout tout faire au brouillon. Là, c'est le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent s'entraîner au résumé de texte pour la méthodologie. Faites tout au brouillon parce que vraiment c'est moche quand vous faites directement, quand vous rédigez, qu'il y a des grandes ratures et tout. Les profs de français n'aiment pas ça, même si vous avez le droit de faire des ratures propres avec une règle évitée. Donc écrivez tout au brouillon et structurez correctement votre résumé à l'avance. Comme ça, après, vous pouvez l'écrire, c'est bien propre, bien net, et tout va bien. Ensuite, donc, on avait aussi une petite dissertation sur le travail et le lieu de la nécessité. Donc, une citation très courte. Finalement, je crois que la citation la plus longue, finalement, ça a été celle qu'on a eue à l'X. Et tout le reste a été assez court. Donc, cette citation de français, le travail et le lieu de la nécessité, moi, j'ai fait une dissertation assez classique, finalement, si j'arrive à retrouver mon brouillon. Visiblement, je ne trouve pas mon brouillon, ce qui est un peu inquiétant. Qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est mon résumé et je ne trouve pas mon brouillon de français. Je ne trouve pas mon brouillon avec mon plan.
Ouais, donc moi j'ai fait un truc, donc bien sûr analyse du sujet, même sur un sujet très court, il faut essayer de l'analyser quand même. Les profs aiment bien. En l'occurrence, donc cette citation, le travail est le lieu de la nécessité. Donc on peut dire que quand vous analysez ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que le travail est là en réponse à une contrainte, un besoin? Est-ce que ça veut dire que le travail est nécessaire pour l'homme? Est-ce que ça veut dire que c'est dans le travail que se trouve la nécessité tout entière? Bref, ce genre de truc. Bon. La citation étant assez courte, c'est quand même assez compliqué d'analyser une citation très courte parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire dessus. Sauf que là, elle était assez directe. Mais bon, du coup, ça donne lieu à un plan pour moi qui était assez classique. C'est-à-dire que le travail est là comme réponse à une contrainte, mais il apporte ses propres contraintes, et il faut changer la vision du travail finalement pour réconcilier ces points de vue contradictoires. C'est toujours la même chose à peu près en français, hein. C'est peu importe le thème de l'année, vos plans vont toujours plus ou moins être de la forme on a ça, cependant on a ça vous fait un paradoxe, et vous dites pour résoudre ce problème, ce paradoxe apparent, cette contradiction, en fait il faut se rendre compte qu'on avait mal compris ce qu'on nous racontait depuis le départ, et que c'était beaucoup plus intelligent que ça parlait de trucs beaucoup plus profonds, et qu'en fait on n'avait juste pas vu, et que si on voit les trucs de manière beaucoup plus profonde, et bam, incroyable, la réponse nous apparaît. C'est plus ou moins ça, hein, le français. Et bref, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette épreuve de français. Je vais essayer de garder la vidéo assez courte quand même, parce que les deux dernières faisaient presque 1 heure, et j'ai un peu peur qu'on dépasse vraiment les 1 heure avec Centrale, vu que c'est très long. Mais donc ensuite on avait notre première épreuve de physique-chimie qui tournait sur le fait d'atténuer le changement climatique. Voilà, alors c'est une épreuve qui m'a beaucoup plu. Alors c'était une épreuve où il y avait des passages qui étaient un peu calculatoires quand même, mais ça m'a beaucoup plu parce que ce jour-là je portais mon t-shirt qui n'est pas là, mais j'ai un t-shirt avec le James Webb Space Telescope qui est dessiné dessus. Et donc pour ceux qui connaissent, c'est un télescope qui a été envoyé il y a 1 an, un truc comme ça, 1 an et demi. Donc, et justement, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous savez peut-être que c'est un télescope qui a besoin d'être... en gros, il est dans l'ombre de la Terre pour pouvoir mieux voir l'espace, on va dire. Et donc, ce télescope, justement, il orbite autour d'un point de Lagrange, hein, le point de Lagrange L2, si je ne me trompe pas. Et donc, si vous vous intéressez un peu à ça, vous savez un peu déjà ce que c'était les points de Lagrange, hein, c'est-à-dire que c'est des points de l'espace en lesquels... par rapport à nous, les points ces points paraissent immobiles en fait. C'est-à-dire que si vous vous placez dans le référentiel, alors c'est le référentiel pas héliocentrique, c'est le référentiel copernicien, je crois. Ouais, voilà, le référentiel de Copernic. Si vous placez dans ce référentiel, vous constatez que ces points-là, voilà, ils restent fixes par rapport à l'axe Terre-Soleil en fait. Voilà. Donc c'est super parce que du coup, par exemple, ce télescope qui est dans le point de Lagrange L2, en gros, il est toujours dans l'ombre de la Terre. Et puis c'est tout. Donc il y en a 5, si je ne me trompe pas. Il y en a. J'ai pas mon document réponse, ce qui est extrêmement triste, vu que je l'ai rendu, bien évidemment. Mais je vais faire un dessin vite fait. Si j'ai un stylo qui fonctionne. Est-ce que ce stylo fonctionne? Oui, voilà. Je vais faire un dessin vite fait. On a donc la Terre a une trajectoire qui est une ellipse, bien évidemment. L'orbite est elliptique. Donc on met, je sais pas, la Terre, voilà. Hop, donc Soleil, Terre. Et donc, voilà, incroyable dessin du Soleil et de la Terre, tout à fait à l'échelle. Vous faites une droite qui passe comme ça. Et vous avez en gros les points qui sont quelque part par là, quelque part par là, quelque part là-bas, ici et ici. 1, 2, 3, 4, 5, plus ou moins. Voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. C'est-à-dire que vous avez les points, donc ça doit être un truc du style L3, L1, L2, L4 et L5. C'est plus ou moins ça à l'échelle près et possiblement à leur emplacement exact près. Alors le point L3 il n'est pas exactement sur la droite, normalement il devrait y être. Mais en gros c'est ça plus ou moins les points de Lagrange. Et on a un sens assez intuitif, hein, c'est-à-dire qu'on voit que c'est là où en gros les interactions gravitationnelles vont se compenser, plus ou moins. C'est-à-dire que ça va tirer pile dans le bon sens pour compenser la force d'inertie d'entraînement. Et donc tout va bien. Bref, on va pas s'étendre plus que ça, mais donc c'était un sujet où au final il y avait justement un petit passage sur les points de Lagrange, en particulier le point de Lagrange L1. Donc avec un préliminaire donc, qui se faisait très bien. C'était essentiellement, si vous vous souvenez de votre cours d'électrostatique,
Ces préliminaires se font très bien, puisque finalement, pendant que le sujet est en train de retomber, vous savez dans votre cours d'électrostatique qu'avec le théorème de Gauss, vous pouvez déterminer le champ électrique créé par une distribution sphérique de charge. Bah là, c'est pareil, vous savez que vous avez l'analogie entre l'électrostatique et la gravitation. Hein, vous savez que, par exemple, si vous prenez le théorème de Gauss, si on veut le prononcer correctement, pour l'électrostatique, il vous dit que votre flux à travers une surface fermée, il vaut la charge contenue à l'intérieur du volume déterminé divisé par epsilon 0. Et en gros, quand vous faites l'analogie, vous dites que 1 sur epsilon 0, c'est la même chose que moins 4pi g, avec g la constante de gravitation. Et donc votre théorème de Gauss pour la gravitation, il vous dit que le flux à travers une surface fermée, il vaut moins 4pi g fois la masse contenue à l'intérieur de votre volume. Bref, donc tout ça, c'est des trucs qui se font très bien pour les préliminaires. Et donc, on a introduit juste après les points de Lagrange, en se plaçant dans le référentiel copernicien. Et donc, c'est là que ça commence à devenir un peu calculatoire, parce qu'on demande de montrer une formule qui est, somme toute, assez immonde, hein, vraiment immonde, mais qui en fait se montre très très bien du moment qu'on se souvient. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a eu un cours là-dessus sur les barycentres, etc. Mais puisqu'on se place en fait dans le centre du référentiel copernicien, le centre de ce référentiel, c'est le point A qui est le barycentre de la Terre et du Soleil. Donc, à partir de là, en fait, on a cette distance D. Et en fait, on voit qu'on a plein de facteurs AD qui arrivent, des facteurs AD, des facteurs 1 AD, tout ça qui vient. Et en fait, donc avec A qui est défini comme le rapport, c'est le rapport quoi? C'est le masse de la Terre sur masse du Soleil plus masse de la Terre. Donc c'est ce rapport A. Et en fait, on peut retrouver les distances si vous placez votre mobile en un point. Enfin, ici on regarde le point de Lagrange, donc L, qui a ses coordonnées X, Y, Z. Si vous regardez les distances L Terre et L Soleil, tout ça, ça va s'exprimer plus ou moins en fonction de AD ou de 1 AD en fait. Donc pourquoi? Parce que en fait, si vous regardez A, donc c'est le rapport masse de la Terre sur la masse sur masse de Soleil plus masse de Terre, donc masse totale, masse de Terre sur masse totale. Donc quand en gros quand A est très petit devant 1, quand A est nul en gros, ça veut dire que quand on considère que la masse de la Terre est négligeable devant la masse du truc total, et ben, le point A il va être confondu avec le point S. De toute façon, on voit sur le schéma que le point A est très proche du point S. Hein. Hop, pardon. Hop, ça ne veut pas faire le focus, c'est pas grave. Mais donc le point A est très proche du point S, donc quand on fait l'approximation, on dit A très petit devant 1, ça veut dire qu'ils sont confondus. Et donc la distance, donc sachant que D c'était la distance Soleil-Terre, je crois, hein, c'est ça. Et bien dans ce cas-là, vous allez voir que du coup la distance Terre-A, c'est pareil que la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire ça vaut D. Et 1 AD, ça va être très proche de... pardon, attendez, qu'est-ce que je raconte? Je vais l'écrire, ce sera plus simple pour vous. Donc, si on prend A très petit devant 1, pardon, j'ai du mal à parler, c'est incroyable. On va avoir la distance Terre-Soleil qui va être de l'ordre de D, c'est-à-dire de l'ordre de 1 A, pardon, D. Et donc c'est TA. TA, ça va être de l'ordre de D, qui va être égal à 1 A D, tandis que la distance SA, ça va être de l'ordre de 0 fois D, hein, c'est-à-dire de l'ordre de AD. C'est-à-dire qu'on a ça quand A est très petit devant 1. Hop. Et donc ça, en fait, ça vous sert à, si vous vous souvenez plus, si vous n'arrivez pas à retrouver les trucs dans le cas standard, c'est-à-dire dans le cas général, où on a juste A, vous trouvez comme ça que la distance donc AT, elle vaut 1 AD, et la distance AS, elle vaut AD. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit le jour du concours, mais en gros, c'est plus ou moins ça. Comment on fait pour retrouver tout ça? Parce que du coup, après, tous ces facteurs 1 AD, ces facteurs AD, bah, du coup, on va pouvoir en gros les remplacer pour revenir dans l'autre sens et retrouver comment on montre cette formule. Parce qu'en fait, ça, c'est une application du principe fondamental de la dynamique, appliqué à notre point L, mais tout simplement en considérant qu'on a les deux forces de gravitation qui sont l'attraction du Soleil et l'attraction de la Terre, et on ajoute à ça la force d'inertie d'entraînement. Force d'inertie d'entraînement, puisque du coup on est dans un référentiel qui tourne, voilà.
Donc il faut l'ajouter. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Oui, on demandait, après il y avait des trucs un peu faciles, un peu standards qu'on demandait. Par exemple, on montrait que un point de Lagrange, il a nécessairement z égale 0. C'est-à-dire qu'il est nécessairement dans le plan d'orbite de la Terre finalement. Pourquoi? Tout simplement, vous le voyez dans votre tête, si votre z ne vaut pas 0, votre point de Lagrange il est censé être à l'équilibre, donc la résultante des forces elle doit être nulle. Cependant, si z est différent de 0, vous avez la force d'inertie d'entraînement, elle est toujours elle est axifuge. Donc si vous prenez votre axe pour faire la rotation, la force de rotation, la force d'inertie d'entraînement, elle pointe toujours dans la même direction. Par contre, les forces d'attraction gravitationnelle, elles vont pointer vers les astres respectifs. Donc, vous allez avoir une résultante selon votre axe vertical qui va être non nulle. Cependant, vous êtes à un point d'équilibre, donc ça devrait être nul. Bref, on conclut comme ça tout ce qu'il faut. Après on avait d'autres trucs, voilà, placer approximativement les points de Lagrange. Tout ça, c'est des trucs qui se font assez bien. Ensuite, on nous demande... donc on entre dans le cœur du sujet, puisque l'idée, ça va être pour empêcher le réchauffement climatique, on veut mettre un gros nuage de points qui va empêcher le rayonnement solaire d'arriver sur Terre, en tout cas qui va diminuer le rayonnement solaire arrivant sur Terre. Et donc justement, ça va être avec ces petits flyers qu'on compte mettre du coup au point L1. Et donc là, si vous ne saviez pas placer le point L1, ça vous donne quand même un indice, parce que du coup, s'ils sont censés diminuer le rayonnement solaire qui atteint la Terre, c'est qu'ils sont placés entre le Soleil et la Terre. Voilà, donc ça servait à rien de les placer aux autres points qu'on pouvait trouver. Bref, donc après c'est essentiellement des calculs, voilà. Après par exemple il y a des questions où on nous demande juste de réécrire cette équation, enfin ce système d'équations, en remplaçant des termes par des constantes. Donc des trucs, des termes grand A, grand B, grand C. Bref, après il y avait un peu d'exploitation des figures. Ça c'était un truc qu'il y avait cette année pas mal, exploiter les différentes figures pour trouver notamment les points où on atteint des extrémums. Nos fonctions atteignent des extrémums, bref. Tout ça, ça se passe plutôt assez bien. Il y avait un petit truc de capacité numérique finalement, puisqu'on nous faisait une représentation et après il fallait faire compléter du code Python. Bref, ça c'est pas des trucs incroyables. Et après on nous demandait qu'est-ce qu'il y a. Il y a des petits trucs, voilà, effet de la pression de radiation. Alors c'était vraiment pas beaucoup développé, parce qu'on nous donnait directement l'expression de la force. Mais bon, ils auraient pu demander à ce qu'on la montre. Et donc, c'est des petites questions du style comment est modifiée la position des équilibres. En plus, c'est des questions qualitatives, donc vraiment pas besoin de justifier par trop de calculs. Tout va très bien. Ensuite, on a un petit exo de chimie finalement sur du dioxyde. C'est du dioxyde de titane, voilà, du TiO2. Donc, des petites questions de cristallo, type déterminer les populations de la maille, etc. Surtout que comme on sait que c'est du TiO2, tout va très bien se passer. En plus, on a justement les représentations. Donc ça marche super bien. Au début, quand j'ai fait mon calcul, j'ai pas vu que je pensais que c'était un cube et pas un pavé droit. Du coup, ça avait un peu affecté mes calculs, mais bon, c'était pas. Une fois l'erreur vue, c'était ok. Et après, il y avait une petite question d'électrochimie, voilà, avec deux petites. J'ai plus le nom. Deux petites électrodes, voilà. Bref, tout ça. Et après, il y avait enfin, pour conclure cette partie, une petite question assez marrante de coûts de mise en orbite. C'est des trucs qu'on voit pas trop en prépa, mais c'est des vraies problématiques qu'il y a dans le cadre des trucs d'ingénieurs. Alors c'est toujours super flou, c'est pas grave. Bon. Donc, notamment, on nous demande d'estimer le coût, je crois que c'est ça, évaluer le coût de déploiement entre la Terre et le Soleil du nuage atténuateur de puissance. On nous donne cette... L'idée, c'est qu'on nous donne des paramètres, et en fait, sur cette figure, on peut déterminer donc la masse en fonction de différents paramètres, bref. On finissait par trouver, moi j'ai trouvé, je crois que c'était genre 2% du PIB. Alors je sais plus exactement combien ça faisait du coup, mais une fois qu'on ramenait par rapport au PIB en 2021, vous voyez que ça faisait à peu près 2%, si je ne me trompe pas. Et donc c'est beaucoup d'argent, 2% du PIB, quand même. Parce que 2%, on a l'impression que c'est pas beaucoup, 2% de toute la richesse produite en 2021, c'est beaucoup. Bref, du coup c'est un projet qui n'est pas vraiment réalisable, bien évidemment. Et après on arrivait sur un peu plus des trucs de conduction thermique. Voilà, donc... bon, là, c'est une partie forcément à laquelle on touche un peu moins, sauf si on a commencé par ça. Mais c'était quand même assez intéressant, c'était assez classique finalement. Voilà, de montrer des équations. Surtout au début c'était que de l'exploitation de documents, puisqu'on nous donne du coup ce tableau donc, qui donne les différentes grandeurs. Voilà, on s'en fiche. Et du coup, le début était vachement facile quand même, c'est juste donc exploiter les documents pour les relier entre eux.
et tout va très bien. Donc c'est une épreuve de physique qui était assez sympa. Un peu longue, mine de rien, parce que quand même une quarantaine de questions. Difficile de tout faire quand même. Personnellement, j'ai pas tout fait là-dessus. La fin, je suis allé grappiller un peu 2-3 questions à la fin, mais pas beaucoup plus que ça sur les peut-être les 5 dernières questions. Mais bon, un sujet qui a quand même été intéressant, surtout la première partie sur les points de Lagrange. Je pensais pas que ça arriverait, ou en tout cas j'étais un peu déçu d'ailleurs, je pensais qu'il y aurait un sujet cette année au concours en physique sur le James Webb Space Telescope justement, parce que c'est intéressant et c'est d'actualité, et surtout il y a plein de trucs dedans. Il y a justement les points de Lagrange pour le côté faire de la mécanique, il y a de la conduction thermique et de la thermodynamique avec le système de refroidissement, tout ça. Il y a de l'optique, il y a même techniquement de... Alors comment... C'est quoi déjà? C'est de... Il y a même des capacités numériques, voilà, tout ça. Bref, il y a plein de choses. Il y a à peu près tout le programme de physique en fait qui retombe dedans. Du coup, j'étais un peu déçu qu'il soit pas là. Peut-être l'année prochaine, mais bon, je serai plus en prépa. Mais voilà. Donc un peu déçu qu'il n'y ait pas eu ça. Mais bon, un sujet tout de même intéressant et bien sympathique. Ensuite, on avait le sujet d'option informatique. Que je ne trouve pas. Si... Voilà, épreuve d'option. Donc c'est toujours, à Centrale, c'est toujours un gros dossier parce que dedans, il y a tout. Il y a informatique et sciences de l'ingénieur. Et d'ailleurs, c'est assez marrant quand on voit que du coup, informatique, ça commence page 2. Donc on s'en fiche. Mais sciences industrielles, ça commence page 7 sur un document de 24 pages. Voilà. Donc je n'ose imaginer ce qu'il y avait en SI. J'ai vite fait feuilleter, quand j'avais 5 minutes, j'ai feuilleté la partie SI. J'ai juste vu qu'il y avait un exosquelette et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien. Mais bon, j'imagine que vous avez beaucoup souffert. En informatique, on a eu notre lot de trucs. Déjà, donc il y avait en gros plus ou moins 2 grosses parties. Hein. La première qui n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait, où c'était juste des questions plus ou moins sur les langages des automates. Donc c'était voilà, ils se sont dit bah voilà, on va faire des questions sur le langage des automates parce que pourquoi pas. Mais ensuite voilà, on avait la deuxième grosse partie qui était découpée aussi, mais qui tournait autour des représentations d'ensemble d'entiers. Donc c'est un sujet qui est, enfin en soi c'est quelque chose d'assez important en informatique, mais j'ai pas vraiment eu l'impression que le sujet essayait de mettre les choses dans le contexte ou qu'il y avait vraiment une espèce de démarche pour essayer de nous faire comprendre pourquoi on faisait les choses comme on les faisait. C'était juste plus ou moins une succession de représentations différentes des trucs, où des fois on disait ouais c'est pas très efficace, du coup on va faire autrement, etc. Bref, c'était un sujet qui m'a pas particulièrement intéressé, j'ai envie de dire. Avec surtout la dernière partie sur donc les arbres de Van Helmbosch, je sais pas comment il faut le dire. Et surtout quand vous tournez, et c'est assez rare de voir ça quand même, vous avez ce schéma immonde pour comprendre la représentation des ensembles. En gros, c'est une structure récursive où à chaque fois, en gros, ces arbres, ils contiennent des arbres qui contiennent des arbres, etc. C'est un peu pénible à comprendre, mais ça se fait. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça sur l'informatique, parce que je sais qu'en plus, il y en a qui font SI, donc ça va pas être utile pour eux. Mais c'était un sujet qui était un peu challengeant, qui était sur un sujet assez intéressant. Mais voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un sujet qui est assez passe-partout, sans trop de trucs, sans trop de particularités trop importantes. Alors que le sujet de physique-chimie 2, lui, il était quand même vachement intéressant. Voilà, errare humanum est, perseverare diaboli cum. Donc voilà, sur un truc assez intéressant sur la chasse au peritio, je sais pas. Bref, donc c'est un sujet qui parlait beaucoup d'électromagnétisme finalement, sachant qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année au concours. Je crois qu'il y en a eu 2-3 fois vite fait, mais c'est tout. Et donc là non, c'était vraiment un sujet qui allait pleinement dans l'électromagnétisme, même si à la fin il y avait un peu de chimie quand même, où on commence par des trucs assez classiques, voilà, un conducteur parfait sur lequel on a une onde qui va se réfléchir, etc. On demande même de remontrer donc la relation de dispersion, on demande l'équation de la relation de dispersion, on demande aussi l'équation vérifiée par le champ électrique, l'équation de d'Alembert. Donc pour montrer ça, c'est toujours pareil, vous prenez 2 fois le rotationnel de votre champ électrique. D'un côté, vous allez voir que c'est moins le Laplacien, parce que vous savez que le rotationnel du rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins la divergence du gradient, et la divergence du gradient, c'est le Laplacien.
Ça vous donne la partie donc, avec le Laplacien. Et pour faire la deuxième partie du calcul du rotationnel, vous utilisez donc vos équations de Maxwell, puisque c'est l'équation de Maxwell-Faraday qui vous dit que le rotationnel du champ électrique vaut moins la dérivée par rapport au temps du champ magnétique. Comme ça, vous avez le rotationnel d'une dérivée par rapport au temps. Vous inversez les deux, puisque c'est sur des variables différentes. Et si vous voulez vraiment justifier, c'est parce qu'on est dans un contexte non relativiste, mais vous inversez les deux. Et maintenant, vous avez le rotationnel du champ magnétique. Et ça, c'est donné par l'équation de Maxwell-Ampère, qui vous dit que c'est égal à mu0 facteur de J plus epsilon 0 dérivé par rapport au temps du champ électrique. Dans le cas où on est dans une zone dans le vide sans courant, ça va juste être égal à mu0 epsilon 0 dérivé par rapport au temps du champ électrique, c'est-à-dire 1 sur c carré dérivé par rapport au temps du champ électrique, puisque vous savez que mu0 epsilon 0 c carré vaut 1. Et donc ça vous donne finalement que vous avez l'équation d'Alembert. Et tout se passe assez bien. Après, c'est une application assez classique, donc pour un conducteur parfait du cours, finalement, on nous redonne les relations de passage du champ électromagnétique, donc ça c'est vachement cool. Mais c'est juste parce qu'elles ne sont pas au programme, je crois. Voilà, ça se passe assez bien. Et après, on commence à rentrer dans des trucs un peu plus original. Donc on a un dispositif, voilà, qu'on va l'utiliser pour mesurer la fréquence de l'onde, puisqu'elle est la fréquence elle est à 11 GHz, plus ou moins un certain truc. En gros, elle est autour de 11 GHz. Donc on l'a déterminé de deux manières. Donc en gros, ce que vous faites pour ça, c'est tout simplement, vous savez que en gros vous avez une onde stationnaire, donc qui s'exprime comme un certain truc fois un sinus oméga t fois un sinus kx. Et du coup, ça vous donne une période spatiale. Et du coup, si vous faites ça, si vous regardez si vous relevez cette période spatiale, ça vous donne une fréquence spatiale. Et donc ici, en fait, en relevant juste les points, alors moi j'ai pris ceux où l'intensité était maximale du potentiel et de la tension, mais on peut aussi prendre les points où ça s'annule, hein, c'est pareil. Donc en faisant ça, en gros, vous pouvez trouver la valeur de K. Alors bien sûr, il faut. Du coup, moi j'ai relevé en plusieurs points, comme ça on fait une moyenne pour trouver la fréquence spatiale moyenne et après on peut relier ça et puis c'est fini. C'est pas trop compliqué de ce côté-là. Et après on nous fait un Michelson revisité finalement, qui est ici, voilà, Michelson revisité, où les plaques d'ailleurs c'est des plaques de. C'est quoi? On dit que P1 et P2 c'est des conducteurs, je crois, et S c'est du bois. Mais du coup, c'est plus ou moins, alors si je ne me suis pas trompé quand je l'ai fait, hein, c'est plus ou moins appliquer juste le Michelson standard en utilisant la différence de marche. Puisque voilà, c'est pas très compliqué pour un Michelson. Normalement, la différence de marche c'est 2 NE cossi. Avec E, c'est la distance entre les deux trucs réfléchissants, quand vous faites l'équivalent. I c'est l'angle et N c'est l'indice optique du milieu. Ici, on est dans l'air, donc l'indice optique il vaut 1. On est en incidence normale, donc le cosinus il vaut 1. Et E, ici, justement, c'est la valeur c'est le X en centimètres. Et donc, à partir de ça, on retrouve encore une valeur de 11 GHz pour la fréquence. Donc ça, jusque-là, ça va. Ensuite, il y a un petit truc où on nous fait un peu un filtre polarisateur, voilà. Mais avec du grillage, voilà, au lieu de faire des filtres polarisateurs comme on a l'habitude, comme on les voit en TP. Ensuite, c'est assez intéressant puisque du coup, on passe justement dans le cœur du sujet. Donc voilà, avec l'observatoire en Australie qui a détecté des ondes bizarres et tout. Et en fait, on se rend compte que c'était juste, on se rend compte assez rapidement que c'était juste le micro-ondes, même si on fait d'abord un petit passage par un plasma. Encore une fois, là, c'est application du cours, le cours. On demande de mettre de trouver le coefficient dans la loi d'Ohm locale. Tout ça, ça marche très très bien jusqu'au moment du coup. Donc là, c'est plus trop du cours. Après, quand on commence à introduire ce T oméga qui est le temps de parcours de la composante de l'onde à la pulsation oméga. Bref, il y a 2-3 questions là-dessus. Tout ça, jusque-là, ça va quand même. C'est plus ou moins du bon sens. Jusqu'au moment où voilà, on nous introduit donc ce facteur taux qu'on va exprimer en fonction de A, dm et f carré. Bon, là, ça commence à partir un peu plus en freestyle. Mais si vous avez le temps et si vous réfléchissez bien, normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Et tout ça nous amène du coup justement à notre four à micro-ondes. Du coup qui est plus ou moins juste donc la cavité ça va être un conducteur parfait mais en 3 dimensions, et du coup justement on a des ondes stationnaires dedans, donc on a la composante selon X, selon Y et selon Z de notre champ électrique,
Et en fait, en prenant nos conditions limites, on va pouvoir imposer on va pouvoir montrer que les KX, KY et KZ prennent des valeurs discrètes. Pourquoi ça? C'est comme votre corde de meld. Vous savez, c'est la corde qui vibre, vous fixez, vous mettez sur une longueur L, vous avez le vibreur d'un côté et l'attache de l'autre. Donc vous fixez que votre onde elle a une amplitude nulle à l'attache et nulle du côté du truc qui vibre. Donc ça s'en va. Et avec votre condition aux limites, vous dites que voilà, l'onde doit avoir une amplitude nulle en L, voilà, qui est la largeur. Et donc à partir de ça, vous trouvez que vos valeurs de K elles sont obligatoirement discrètes. Mais là c'est pareil, mais du coup on applique ça pour chacune des composantes X, Y et Z de notre champ électrique, puisqu'on sait que en A, en B et en Z, chacune de ces composantes respectives doit s'annuler. Et donc à partir de ça on retrouve les valeurs discrètes, et après ça tourne donc autour de... Alors il y a une petite question, les questions où il faut beaucoup simplifier, c'est celle avec un trait dans la marge, où on nous demande de retrouver la fréquence juste à partir du relevé qu'on nous donne, avec un papier voilà, qui a montré qui changeait de couleur là où il y avait du champ. Mais bon, tout ça jusque là, ça va assez bien, et ça continue comme ça pendant un petit moment, jusqu'au moment où finalement donc on nous demande de simplifier l'équation de Maxwell-Ampère si epsilon f est négligeable devant sigma. Ça va. C'est juste écrire l'équation de Maxwell-Ampère et dire que en fait, la dérivée du champ électrique par rapport au temps, c'est de l'ordre de oméga E, ou FE, c'est pareil. Et après, on nous demande, voilà, c'est là où si vous n'avez pas pas été assez rapide, en général, c'est à partir de là qu'on va commencer à manquer de temps, quand on va attaquer les questions 35, etc. Puisqu'on nous demande en gros de résoudre une équation sur B, enfin de montrer et résoudre une équation sur B. Et ensuite, on attaque vraiment le cœur du sujet, pas le cœur du sujet, mais la fin de cette partie, on va dire. Donc, où ça tourne autour de l'énergie stockée, etc. Là, j'ai pas grand chose à dire. C'était une conclusion globalement de la partie, donc il fallait bien avoir compris tout ce qui s'est passé avant, et ça se passe plus ou moins bien. Et ensuite on arrive sur les étoiles de potassium. Alors là j'ai commencé à pas vraiment avoir le temps, puisque c'était la question 44, etc. On commençait à approcher vraiment de la fin sur un sujet qui fait quand même 50 questions. Donc là c'était beaucoup de questions de chimie, je vais pas rentrer trop dans les détails. Voilà pour cette épreuve de physique 2, qui était quand même mine de rien assez intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est pour ça, et je crois qu'on a presque terminé. Puisqu'il nous reste l'anglais et les maths. Alors si je retrouve mon sujet d'anglais, l'anglais c'est jamais trop intéressant. J'allais dire en général, mais non, c'est pas vrai, parce que dit que c'était quand même assez intéressant. Mais là, franchement, je ne suis pas particulièrement vibré avec ce truc d'anglais. Voilà, j'ai juste entouré des trucs sur mes feuilles pour montrer un peu comment je travaille, juste entourer des machins. C'est pas très important, surtout que bon, ça passe sur des mecs qui vous savez, en général, quand vous voyez un document et que ça commence à vous parler de woke, et que ça met des guillemets autour de woke, etc., vous savez que c'est quand même mal parti en général, et que ça va être assez dur de lire ça sans rire. Mais ça tourne autour de la comédie, qu'on peut plus rien dire aujourd'hui, et de la cancel culture. Mais en fait, la cancel culture, ça date d'il y a plus longtemps que les années 2000, globalement. Que voilà, les comédiens, ils peuvent aussi être sérieux, et que, attention, encore une fois, on peut plus rien dire parce que les cartoons sont retirés des journaux. Voilà, le New York Times qui a arrêté de publier des cartoons en 2019. Voilà, on peut plus rien dire, c'est terrible. Bon, c'est un sujet classique au possible, vraiment. Je vais me contenter de dire ça. C'est une synthèse en 4 heures, vous avez largement le temps de la faire. 500 mots. Donc 500 mots en général, moi ce que je fais c'est donc intro, conclusion, 3 parties, pour essayer de faire à peu près 100 mots sur chaque truc. En général, ça rentre plutôt bien dans le créneau. Et puis après, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et après, on attaque le sujet de Math 2. Voilà, un sujet encore une fois qui fait de l'analyse. Ça m'avait manqué un peu l'analyse, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup quand même pour ces concours de l'analyse. C'était assez modeste quand même. Et donc, de l'analyse qui tourne avec un peu de proba. D'ailleurs, ça c'était super, parce qu'il n'y avait pas eu du tout de proba cette année.
Et donc d'ailleurs on nous a donné une version plus avancée de la formule de Stirling. Et donc au début ça tourne autour du calcul d'une intégrale classique. Quand on dit intégrale classique, on pense tout de suite à l'intégrale de Gauss. Bien évidemment, donc l'intégrale de exponentielle de moins t carré entre 0 et plus l'infini qui vaut racine de pi sur 2. À ce moment-là, après avoir fait ces concours, je pense que tous les gens qui les ont passés cette année vont avoir pour toujours dans leur esprit gravé l'intégrale de Gauss et puis vont savoir la redémontrer visiblement de manière différente. Mais bon, donc au départ c'est essentiellement justification que des intégrales existent, donner des expressions pour simplifier, etc. Notamment, on va montrer que des trucs sont des grands taux, d'autres trucs, etc. Tout ça pour arriver à dire que IN est équivalent à KN. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait que IN est équivalent à KN? En fait, on pouvait s'en douter parce que, alors si ça veut bien être net, on voit que KN c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré puissance n, si ça veut bien être net. Non, ça ne voudra pas être net, c'est terrible. Je vais être extrêmement triste. Mais bon, donc c'est l'intégrale de, en gros, de 1 sur 1 plus t carré puissance n entre 0 et plus l'infini. Quand n devient très très grand, bah, dès lors que t est plus grand que 1, le 1 plus t carré, il va être plus grand que 1, donc son inverse, il va être plus petit que 1. Et donc quand on va mettre à la puissance n et qu'on va faire tendre n vers plus l'infini, bah, ces termes-là, ils vont être très très petits. C'est-à-dire que ça va tendre vers 0 très très fort. Et donc, et surtout, ce qui se passe, c'est que ce qu'il y a entre 0 et 1, au contraire, ça va être des trucs plus grands que 1. Et quand on va passer à la puissance n, ça va tendre très très fort vers plus l'infini. Donc quand on regarde toute l'intégrale de 0 à plus l'infini, naturellement, on peut penser que la partie qui va dominer majoritairement de manière quand on va regarder le comportement asymptotique, ça va être la partie entre 0 et 1. Et c'est justement ce qu'on montre, puisque du coup, IN, c'est juste la partie entre 0 et 1 de l'intégrale qu'on appelle KN. Et donc c'est ce qu'on montre, puisqu'on montre que finalement, bah, IN est équivalent à KN. Et après, on va utiliser une relation de récurrence bien pratique sur KN pour avoir un équivalent simple de IN. Alors, l'équivalent simple de IN, en fait, on peut plus ou moins le deviner. Pourquoi? Parce que donc après, on nous demande de justifier. Alors, justifier une expression dans certains trucs du racine de n, IN, ça c'est juste un changement de variable. Globalement, il y a pas mal de changements de variables à faire qui simplifient les trucs. Mais donc, après, on demande que la limite de racine de n, IN, on veut montrer ça, plutôt que c'est égal à l'intégrale de 0 plus l'infini de exponentielle de moins u carré du. Et donc, si vous connaissez déjà la valeur de cette intégrale, à savoir racine de pi sur 2, et du coup, on vous demande de montrer plus tard que racine de n, IN, c'est finalement équivalent à racine de pi sur 2. Donc ça veut dire que IN, ça va être équivalent à 1/2 de racine de pi sur n. Donc en fait, si vous faites ça, bah, ça vous permet déjà de deviner un peu l'équivalent en avance. Et donc comme ça, vous pouvez après vous simplifier la vie quand vous devez démontrer l'équivalent de IN. Et après, là, le reste, ça passe très très bien. Notamment, on demande de calculer les deux intégrales qui sont exponentielles de moins u carré. Bah, ça, vous savez déjà que ça vaut racine de pi sur 2, et surtout si vous avez l'équivalent de IN, bah, racine de n IN, ça va très bien se passer. Et pour l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins u carré sur 2, bon, il faut justifier que ça existe, c'est pas compliqué ça, parce que essentiellement c'est un petit taux de 1 sur t carré, en plus l'infini et en moins l'infini. Et pour la valeur, bah, ça c'est encore une fois un changement de variable. Attention quand même, ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie, c'est essentiellement dire que c'est l'intégrale d'une fonction paire, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et donc après ça passe très bien, parce que du coup vous avez 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, un petit changement de variable pour vous ramener à l'intégrale de exponentielle de moins u carré, et on peut rentrer toutes les valeurs, et en fait on va avoir justement du 1 sur racine de 2pi, puisque justement après on voit qu'on définit les fonctions phi de x et grand phi de x. Donc si vous avez fait des probabilités au lycée, encore une fois, ça va vous parler tout ça, puisque finalement c'est encore une fois la courbe en cloche, hein, et que comme on travaille avec des probabilités, il faut que si vous avez une fonction de densité de probabilité, il faut que son intégrale sur tout votre domaine, donc R, vaille 1. Et c'est pour ça qu'on a posé phi de x qui est du 1 sur la racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Comme ça, quand on intègre phi de moins l'infini à plus l'infini, ça vaut 1. Et justement, en fait, on veut voir comment notre intégrale elle va tendre vers 1, parce qu'on va chercher un équivalent de 1 moins grand phi. Et donc, pour ça, essentiellement, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un équivalent de l'intégrale de x à plus l'infini de notre phi de x. Pourquoi? Parce que du coup, 1, c'est la limite en fait de grand phi de x quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, quand vous faites 1 moins l'intégrale de moins l'infini à x, il va juste vous rester l'intégrale de x à plus l'infini. Donc, c'est cette intégrale dont on va chercher un équivalent. Et pour ça, on va l'encadrer entre deux trucs qui sont équivalents à du phi de x sur x. Voilà.
ça va être plus ou moins le meilleur équivalent que vous allez pouvoir faire, puisque votre phi de x, c'est du exponentiel de moins x carré sur 2, et exponentiel de moins x carré sur 2, vous ne pouvez pas en trouver un meilleur équivalent quand x tend vers plus l'infini. Éventuellement, vous pouvez dire que c'est un petit taux de tout ce que vous voulez, hein, c'est un petit taux de 1 sur t, c'est un petit taux de 1 sur t carré, c'est un petit taux de 1 sur t ce que vous voulez, mais on ne peut pas vraiment faire un meilleur équivalent. Et donc justement, on va trouver que c'est équivalent à phi de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et donc comme ça, on va trouver notre équivalent de 1 moins x. Et ensuite, voilà, on commence vraiment à attaquer les probas. Alors les probas, on définit des événements un peu moches, ensuite on demande de montrer des trucs encore plus moches sur ces événements un peu moches. D'ailleurs, j'ai passé bien 2-3 minutes avant de réaliser que en fait les AP, j'ai cru que AP c'était un P fixé, mais non, en fait on définissait les AP pour P qui variaient de 2 à n. J'avais pas fait gaffe, donc ça m'a laissé un peu circonspect pendant quelques instants. Mais donc on nous demande de montrer des inégalités sur des probabilités. Tout ça, c'est pas bien compliqué. Première question, par exemple, exprimer l'événement A à l'aide des événements A1 à N. Bon, bah tout ça, ça tourne autour des définitions, hein. En gros, les AP, c'est l'événement tel que ce soit au rang P qu'on soit pour la première fois au-dessus de 3x. Et donc, en sachant ça, on va pouvoir découper A, je crois que c'est l'union des AN, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Et ensuite, on montre par exemple que voilà, P de A, on va le majorer par une certaine quantité. Et donc, essentiellement, ce qui se passe, c'est que en fait, l'événement, vous pouvez découper votre univers, vous pouvez dire soit la valeur absolue de Rn est supérieure ou égale à x, soit c'est strictement plus petit que x. Et donc, comme ça vous donne un système complet d'événements, avec 2 événements, attention. Et vous pouvez appliquer le théorème la formule des probabilités totales, hein, pour découper la probabilité de A, et puis après ça se majore très très bien. Voilà, après on a encore d'autres majorations, et on arrive dans la partie un peu dure là maintenant. On étudie une suite de fonctions, c'est vraiment là que le truc commence à se corser. D'ailleurs, est-ce que j'ai un schéma de cette fonction? Est-ce que je vais retrouver? Oui, alors, c'est vraiment hideux, mais en gros c'est plus ou moins la courbe en cloche, hein. C'est-à-dire que vous avez ça, et votre fonction Bn, elle va approcher votre courbe en cloche, elle est constante par morceau, et c'est à peu près tout. Après la suite, c'est voilà, il faut juste avoir du temps pour bien la traiter. C'est des trucs assez classiques, surtout qu'on vous donne l'équivalent Stirling amélioré. Tout ça pour en déduire finalement que notre fonction Bn, elle converge uniformément. Et après ça finit sur une petite application qui tourne autour du théorème central limite. Alors là, c'est des trucs où on a moins le temps d'aborder, parce que c'est vraiment la fin du sujet, mais c'est des trucs assez classiques, hein, le théorème central limite, notamment qui vous dit que plus ou moins une suite de variables aléatoires, elle tend en moyenne, elle va converger vers la courbe en cloche, plus ou moins. C'est dit de manière très peu rigoureuse et très rapide, mais c'est plus ou moins ça. Hein, c'est pour ça qu'on la retrouve partout en probabilité, cette courbe en cloche, finalement. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, si ce n'est que voilà, bon, c'était les écrits. Là, comme vous pouvez l'entendre dans cette vidéo, je suis assez fatigué, parce que mine de rien, 4 semaines d'écrits à faire ça tous les jours, du matin jusqu'au soir, c'est fatigant. Là, on va devoir pas se relâcher, hein. Je vous encourage pas du tout à vous relâcher, puisqu'il faut encore préparer les oraux. À titre personnel, je vais quand même prendre 2-3 jours pour me reposer. Mais ensuite, on va quand même reprendre le travail. Même si la préparation aux oraux est assez différente de la préparation aux écrits, hein. C'est 2 choses très différentes. Ça ne se passe pas du tout de la même manière, tant pour la préparation que pour les épreuves en elles-mêmes, hein, puisque je pense que c'est assez clair. Je n'ai pas besoin de plus expliquer en quoi une épreuve écrite de 4 heures est assez différente d'une épreuve orale de 30 minutes à 1 heure. Et puis voilà. Il y aura une vidéo justement pour parler plus en détail de ça. Mais là, franchement, un peu la flemme. Donc, je vais vous laisser. Cette vidéo va durer finalement 48 minutes, ce qui est tout à fait honorable. Et vous savez quoi, si vous avez tenu jusqu'à la fin, on va changer la question du jour. Ça va pas être la question quel est votre éditeur de texte favori ou votre style de colonne préféré. Mais dites-moi plutôt votre théorème de maths préféré et pourquoi. Voilà. Ce sera la question du jour. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Je suis assez curieux de voir les théorèmes que vous allez dire.
Même si je m'attends quand même à ce qu'il y ait au moins un Bolzano Weierstrass. En tout cas, j'espère. Bref, sur ce, c'était Adam. Vous connaissez la routine si vous voulez vous abonner, partager, mettre un like, un dislike, un commentaire, etc. J'y répondrai. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour du coup une vidéo sur la préparation aux oraux. Sur ce, c'était Adam. Ciao tout le monde!